Bonjour à tous. On va vous parler un peu de mobilité, médias sociaux aujourd'hui, un peu, même beaucoup. En fait, on a travaillé, on est différentes personnes. Est-ce que tu peux juste te mettre? Pardon. Donc, on va vous présenter en fait deux études aujourd'hui. La première, c'est Mobile Marketing Attitude 2012 par Marion Bageux de Cabestan et Anthony Dédier de La Poste. Bonjour. Bonjour. Et moi-même et Sodé Hamzelouian, nous présenterons les résultats de l'étude Social Media Attitude de cette année. Donc ces deux études ont été en fait effectuées dans le cadre du SNCD, donc le Syndicat national de la communication directe. Et l'objectif, c'est d'analyser le comportement, les attentes, les usages des consommateurs sur le canal mobile, sur les médias sociaux, et aussi quelle peuvent être l'utilisation de ces canaux pour une marque. Le premier constat, c'est on a entendu, surtout en début d'année 2012, qu'on considérait que c'était l'année de la maturité, davantage pour les médias sociaux que pour le mobile. Et par contre, que ça devait être l'explosion de l'Internet mobile. Ce qu'on a constaté, et on va le voir en détail après, c'est que l'explosion de l'Internet mobile est une réalité. La différence, c'est que la maturité sur les médias sociaux et on va dire l'info-obésité n'est pas encore le cas et qu'il y a beaucoup de potentiel dessus. Ce qui est important de savoir, c'est que ça va nous forcer, nous, en tant que marketeurs, en tant que marque, en tant qu'agence, de changer notre fusil d'épaule et d'intégrer ces canaux dans notre stratégie marketing. Et donc, c'était aussi l'objectif de ces études, d'aller regarder en profondeur quels étaient les usages des attentes pour pouvoir, en tant qu'annonceur ou en tant qu'agence, vous conseiller un certain nombre de choses. Et je vais laisser la parole à Sodé pour vous parler un peu de l'atelier, etc. De l'atelier. Alors, vous m'entendez? Oui. Donc l'objectif, Thomas l'a expliqué, c'est un atelier en fait collaboratif. On est plusieurs entreprises à y participer. Donc vous avez les noms de toutes les sociétés qui participent, certaines que vous connaissez assez bien, je pense, Cabestan, Celigent, Neolan, Conscient AID. Je vais passer à la suivante tout de suite. Alors en fait l'objectif, c'était d'étudier les socionautes, mais sur une base consolidée d'annonceurs. On ne voulait pas utiliser un panel, on voulait vraiment utiliser une base consolidée d'annonceurs. Donc ces annonceurs-là nous ont prêté leur base de clients actifs et on les a ciblés. Et du coup, l'étude est vraiment voilà, un récapitulatif de cette base provisoire consolidée. Ça représente, on va le voir juste après, ça représente un shoot email de plus d'1 million de contacts avec un taux de répondants de 25 000 personnes qui nous ont dit, qui ont répondu à l'étude. Donc des taux assez hauts pour la profession, en sachant que, comme Sodé va vous l'expliquer, on a travaillé que sur les socionautes. Et donc on s'est concentré uniquement sur les 10 000, les près de 11 000 répondants qui ont dit je suis socionaute actif. Donc voilà, sur les 25 000, on n'a gardé que ceux qui sont inscrits à au moins un réseau social, parmi la liste que vous voyez, qui est donc Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Viadeo, Pinterest et ou Foursquare. Et voilà, donc c'est vraiment ceux-là qu'on a gardé, un questionnaire web envoyé par email de fin juin à mi-juillet. Et on a fait un redressement puisque les bases des différents annonceurs n'étaient pas toutes semblables. NAFNAF, c'est une majorité de femmes. La FNAC, c'est une majorité d'hommes. Donc voilà, un redressement pour qu'il soit représentatif des internautes français. Pour l'atelier mobilité, nous, on est parti sur, là aussi, un panel représentatif de la population française, en sachant que là, l'idée était d'observer les usages des consommateurs dans leur relation aux marques, à travers soit le mobile, soit la tablette, puisque, on le verra tout à l'heure, il y avait un filtre discriminant à travers le terminal qui était le plus souvent utilisé dans cette relation aux marques. L'étude a été faite en juillet 2012, donc l'année dernière. Ceci étant, on verra que les grands enseignements sont toujours valables. Puis on reparlera de l'après, puisqu'on commence à réfléchir déjà à une V2 de l'étude pour 2013. Juste 2 secondes pour ceux qui sont sur Twitter et qui ont envie un peu d'interagir avec nous. Vous avez vu qu'il y a un petit hashtag en bas de l'écran, et là, en gros, qui est dièse MMS 12. Et donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dessus. Nous, on va les checker sur nos téléphones, ce qui va me permettre, moi, de ne pas le lâcher, donc je vais être content. Et pendant ce temps-là, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre directement
sur Twitter, et comme ça on pourra vous y répondre en temps réel. Voilà. Alors, on commence par la typologie des socionautes. Quand je parle de socionautes, c'est vraiment ceux qui sont inscrits à au moins un réseau social parmi la liste qu'on a vue. Donc, c'est une typologie qu'on a faite sur 3 critères. La première, en diagonale, le nombre de relations qu'ils ont. Donc, plus c'est haut, plus ils ont un nombre de relations important. En bas, c'est une échelle sur le temps qui passe. Et en ordonnée, pardon, c'est le nombre de réseaux auxquels ils appartiennent. Donc, vous voyez le point bleu en bas à gauche, c'est nos mono-users Facebook, c'est une grosse majorité. On a quelques petits mono-users qui utilisent un seul réseau parmi les autres, mais hors Facebook. Et je passe après au point jaune, qui sont nos socialisés. Donc ceux-là, ils sont répartis en 2, soit les contributeurs, ceux qui postent, en gros, ceux qui postent, qui publient, qui sont actifs, et ceux qui observent, qui regardent, les spectateurs. Et on a 5%, je crois, 5%, d'influents. Alors eux, c'est ceux qui dépassent 200 relations par réseau, qui passent un temps maximum sur les réseaux et qui sont sur minimum 4 réseaux. Donc voilà, ça c'est ceux qu'on a appelés les influents dans l'étude. Après, en termes de présence sociale, on a quand même 50% qui ne sont que sur un seul réseau social, qui est quand même une grosse majorité. Et 4%, entre guillemets seulement, qui appartiennent à 5 réseaux sociaux ou plus. Alors je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai que nous, travaillant dans le marketing, en général, on est plutôt sur tous les réseaux. Donc c'est vrai qu'on n'est peut-être pas représentatif, alors que nos internautes représentatifs de la population française, eux, c'est vraiment plutôt 1 ou 2. Une grosse majorité, 80% sont sur 1 ou 2. Et Facebook, alors vraiment c'est le réseau star, phare. 95% de nos répondants socionautes sont inscrits à Facebook. Bon, sans grande surprise, c'est vraiment le premier réseau qui a commencé, qui a démarré. Et comme ils sont plutôt sur 1 ou 2 réseaux, quasiment 100% sont sur Facebook. Alors après, les autres réseaux ne sont pas en reste. On a 28% qui sont sur Twitter. Grosse progression depuis l'année dernière, 27% sur Google+, 19% sur LinkedIn et Viadeo, 3% sur Pinterest et 3% sur Foursquare. Donc c'est assez en phase avec, je pense, que vous avez en tête, ce qu'on intuite, mais ça permet de les positionner. Google+, est peut-être un peu au-dessus de ce qu'on imaginerait. Oui, pardon. Effectivement, Google+ est assez étonnant puisque l'année dernière on ne l'avait pas, puisque c'est une étude qui a été renouvelée. Donc en 2011 on n'avait pas ce réseau, on avait lancé l'étude juste avant, à peu près en même temps qu'il sortait. On avait eu ce petit loupé. C'est du déclaratif, donc on ne check pas ce qui se passe sur les ordinateurs, on leur pose véritablement la question. Et on a été assez étonné de voir que les gens se déclaraient véritablement inscrits à Google+. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont dans cette conférence, qui ont un compte Gmail, qui ont un portable Android, sont automatiquement maintenant inscrites à Google+. Ce qui veut dire que potentiellement, on est 50% d'entre nous à avoir un portable Android, donc Google, et donc vous êtes sur Google+. Et c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que les gens se déclarent véritablement dessus. L'autre chiffre, comme l'avait indiqué Sodé, c'est véritablement la progression de Twitter qui change pas mal la donne. Et on va le voir même en temps passé, des choses comme ça, où on constate que ce réseau est véritablement en train d'exploser depuis quelques mois, on va dire. Après, on s'est intéressé à leur équipement. Donc bon, quasiment 100% ont un ordinateur et se connectent au réseau via leur ordinateur. 54% se connectent au réseau via un smartphone et 15% via une tablette. Donc c'est quand même assez majeur. Et surtout versus l'année dernière, les mobinautes et socionautes sont 2 fois plus nombreux quasiment à se connecter. Donc vraiment les usages mobiles, tablettes ou mobiles, pour aller sur les réseaux sociaux, c'est vraiment en explosion. À prendre aussi en compte si on a quelques e-commerçants ou quelques VADistes ou tout type de personnes qui développent son site internet, est véritablement à prendre en compte maintenant avec tout ce qui peut être responsive design pour que vous ayez des sites qui s'adaptent parfaitement, quel que soit le lecteur, le type de device, etc. En termes de fréquence de connexion, ils sont plutôt très actifs. 75% d'entre eux se connectent au moins une fois par jour à un réseau social.
Et 100% des influents, donc les influents, c'est la petite boule en haut à droite, ceux qui avaient plus de 200 amis, qui se connectaient plus que les autres et qui étaient sur au moins 4 réseaux sociaux, eux, ils se connectent tous les jours. Voilà, tous les jours, ils se connectent à au moins un de leurs réseaux sociaux. En termes de temps passé, donc Facebook est le premier réseau dont ils sont membres, à peu près 70 minutes par semaine. Twitter, 42 minutes, ce qui est assez, très très important par rapport à l'année dernière. Et Google+, 35 minutes. Donc là, on est aussi un peu au-delà de ce qu'on imaginait. Mais comme c'est du déclaratif, on pense que c'est parce qu'ils se connectent à leur compte Gmail et que du coup, Google+ est un onglet juste à côté et que il faut un peu confusion. Mais en tout cas, le ranking des 3 est assez intéressant. Facebook, premier réseau et temps de connexion maximum, puis Twitter, puis Google+. En termes de nombre de relations, alors je commence par le bas, on a 15% qui ont 0 à 10 relations, donc c'est vraiment pas beaucoup. Ensuite, on en a 25% qui en ont 11 à 50. Et si on monte tout en haut, les plus de 500 ou les 200 à 500, ça fait 22%. Donc on a quand même à peu près 40% qui en ont soit de 0 à 50 et 22% qui en ont plus de 200. Donc c'est vraiment soit très peu, soit beaucoup. Il y en a un peu moins de la moyenne entre les deux. Alors la désinscription, je sais qu'on en a tous entendu parler. Thomas en parlait en introduction, social fatigue, etc. 20% de nos répondants se sont déjà désinscrits d'un réseau social, donc ce qui est quand même assez important, je trouve. Et 51% se sont désinscrits de Facebook. Bon, alors ce chiffre-là m'étonne moins, c'est que 51% Facebook, c'est normal, 95% sont inscrits sur Facebook, donc quand ils se désabonnent, c'est majoritairement de Facebook. Mais au total de nos répondants, donc 10% se sont déjà désinscrits d'un réseau. Et je pense, j'intuite que cette année, ça va être encore plus important. Ah. Alors au niveau de la fanitude, donc ça fait partie des petits néologismes qu'on aime bien créer quand on fait du marketing. La fanitude qui en fait regroupe, on va dire, toutes les personnes qui vont suivre, qui vont liker une marque, que ça soit sur Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. C'est bien inscrit dans le questionnaire, donc on a bien cette distinction, ça ne concerne pas que les fans Facebook. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 36% des gens qui déclarent, des socionautes actifs qui déclarent être fans d'au moins une marque. Il y en a, sur ces 36%, il y en a 48% qui sont fans de plus de 5 marques. Et ce qui est intéressant pour ceux qui font du marketing relationnel, c'est que 83% de ces fans déclarent être généralement clients des marques suivies. Donc nous, on fait beaucoup de marketing relationnel et ça fait partie des objectifs qu'on a, c'est qu'on voit que les médias sociaux ne sont pas que un canal de communication, mais il y a une vraie logique marketing derrière, puisque quand vous parlez sur les médias sociaux, vous parlez aussi entre autres et potentiellement majoritairement à vos clients. Dans l'étude, on avait posé la question, est-ce que vous vous connectez régulièrement avec votre mobile, etc. Et donc on a pu créer aussi, et vu qu'on parle mobilité et médias sociaux, on a posé la question, on a regardé la population des socionautes qui déclaraient se connecter à travers le canal, le device mobile. Et donc on a regardé quelques stats clés. Je suis désolé parce que je ne vois pas très bien, donc je vais lire mes papiers. Quand on reprend par rapport à tous les chiffres que Sodé vous a présentés, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 36% des socionautes mobinautes qui fréquentent plus de 3 réseaux. Ça veut dire qu'ils sont plus actifs que la population socionaute au global. 15% des socionautes mobinautes appartiennent au segment des influents. Souvenez-vous, c'était 5%. Donc ça veut dire qu'en plus, les personnes qui vont se connecter à travers le device mobile sur les médias sociaux sont clairement plus intéressants pour une marque en termes de marketing. Il y a 46% des socionautes mobinautes qui sont membres de Twitter. On fait le parallèle, c'était 29% des socionautes. Donc ça veut dire qu'ils sont près de 2 fois plus. C'est tout à fait logique puisque Twitter se développe et historiquement s'est positionné sur le canal mobile dès le début lorsqu'il a créé son réseau social. 70% des socionautes mobinautes détiennent un réseau de plus de 100 relations, donc toujours clairement au-dessus que la moyenne. Et enfin, 55% des socionautes mobinautes sont fans ou suivent une ou plusieurs marques, c'est-à-dire près de 20 points de plus que tous les socionautes en général. Le petit segment, quand on le regarde, il est véritablement intéressant puisque si vous écoutez aujourd'hui ce qui se dit sur les médias sociaux, c'est que ce soit Facebook ou Twitter, ils explosent en termes de
de performance au niveau de leur publicité sur le mobile. Et donc les ads qui apparaissent sur mobile sont plus performantes. Ce qu'on voit aussi, c'est que la population qui elle-même est utilisateur, donc ces socionautes, mobinautes, a aussi un potentiel beaucoup plus intéressant pour nous en tant qu'annonceurs, pour pouvoir aussi travailler différemment, encore une fois, dans du marketing. Sur l'étude sur le marketing mobile, on a commencé par poser une question filtre qui est de savoir le terminal préféré pour établir une relation à la marque. Au sens où on peut très bien avoir une double ou une triple possession de terminaux mobiles, avoir une tablette et un smartphone. Donc la première question était de dire quel est le terminal que vous préférez pour vous connecter fréquemment aux marques. Et donc là on voit la décomposition sur le tableau, à savoir que 38% des répondants passaient par un terminal Apple, enfin un smartphone Apple. 41% sur des OS de type Android ou autres. On n'avait pas spécifié seulement Android, ça embarquait d'autres OS, à part celui de BlackBerry, qui représente 9% des déclarants. Et puis sur l'iPad, donc on a 9% des personnes interrogées qui déclaraient préférer l'iPad, et 3% à l'époque, je rappelle, on était presque un an en arrière, d'autres tablettes. Donc on peut estimer que lors de la prochaine étude, le pourcentage de tablettes alternatives va certainement grimper davantage. Sur le deuxième point, donc sur les profils sociologiques, on est à 41% de femmes qui ont répondu, 59% d'hommes, et on voit qu'il y a quelques petites dominantes qui apparaissent. À noter donc des hommes un petit peu plus âgés en tant que répondants et un peu plus possesseurs d'iPhone. Et puis inversement pour les femmes, voilà. Ça aussi c'était l'année dernière. Donc évidemment tout le panel a été corrigé en fonction des critères sociodémographiques. Donc on a validé ça pour que statistiquement ce soit fiable. Et on sait aussi que ça évolue fortement avec l'évolution des technologies et des usages. Donc là aussi, la prochaine étude, forcément, amènera des différences. Donc on leur a posé une première question, c'était à savoir s'ils préféraient se connecter à une application mobile ou à un site mobile. C'est une question que les marques se posent, ou en tout cas se posaient ou se posent au niveau de la création d'un site mobile ou d'une application. Donc on voit de manière générale, ils préfèrent les applications. Près de la moitié préfèrent les applications mobiles aux sites mobiles. Et si on va un peu plus loin dans les stats, on voit que les utilisateurs d'iPhone préfèrent les applications à 3,5 fois plus que les sites mobiles. Donc c'est pas étonnant au niveau du parc à l'époque. Les marques ont d'abord créé leur application sous Apple. Android est venu après. Et on voit bien que les utilisateurs, par contre, d'Android, enfin les utilisateurs d'autres smartphones, on parle que d'Android, mais ça couvre les autres smartphones, préfèrent les applications à environ 2,5 fois plus que les sites mobiles. On leur a également posé la question au niveau de la durée d'utilisation. Alors, il faut que tu appuies deux fois, on va dire. Encore une fois, voilà. Donc là, c'est pour avoir la slide globale. On leur a posé la question au niveau de la durée d'utilisation quotidienne. Ils passent environ 2 heures par jour. Donc c'est plus au maximum, quand on se connecte à un smartphone, on y passe 2 heures par jour. On se rend compte que plus l'écran est large, plus la durée de connexion est grande. Donc c'est assez logique. Les utilisateurs de tablettes, ce qu'on appelle dans notre étude les tablonautes, se connectent au maximum 5 heures par jour. Alors, dans notre étude, quand on va parler de mobinautes, ça va être les utilisateurs de smartphones. Et quand on va parler de tablonautes, ça va être les utilisateurs de tablettes. Alors, nous, on le dit de façon spontanée, mais c'est peut-être pas clair pour tout le monde, donc je le précise maintenant. Voilà. Donc on leur a également posé la question ensuite à la durée de connexion au moment privilégié. On a posé cette question pour savoir si, pour les marketeurs, pour les marques, il y avait des moments privilégiés pour envoyer vos campagnes marketing sur mobile. Donc on constate qu'en général, il y a 25%, donc près d'un quart des répondants qui se connectent tout au long de la journée sur leur smartphone, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps connectés. Par contre, on a 50% qui s'y connectent dès le lever. Donc cette question est peut-être un peu biaisée parce qu'on peut évidemment utiliser son smartphone comme réveil. Donc 25%, je le disais, tout le temps. 25% également devant la télé. Donc on voit bien qu'il y a une interaction entre l'écran télé
et l'écran smartphone, l'écran mobile. Donc voilà. Donc on entend souvent parler qu'on tweete beaucoup en regardant la télé. On le voit dans les émissions télé, etc. Donc ce taux de 25% n'est pas du tout étonnant. Et quand même, 8% dans les points de vente, donc ça peut paraître peu, mais c'est quand même une belle percée. Il y a beaucoup de bornes interactives mobiles maintenant dans les magasins, enfin, en tout cas beaucoup. Ça commence à venir, il y a certains magasins test qui mettent des bornes dans les magasins. Il y en a 8% en tout cas qui utilisent leur smartphone dans les points de vente. Donc, ça peut être pour scanner un produit quand les magasins ont mis ça en place, les QR codes et compagnie. Ça peut être aussi également au niveau des bornes tactiles. C'est quelque chose qu'on n'a pas creusé en tout cas l'année dernière, mais qu'on creusera sûrement cette année. Tu peux déclencher un... Je peux aller à la suivante. Encore un. Ouais, super. Merci. Donc là, ce schéma en forme d'araignée, là, on a posé la question de savoir quelles fonctions étaient utilisées le plus souvent sur les applications et sites mobiles. Donc on voit que la majeure partie du temps, ce sont des fonctions très utiles qui sont employées, à savoir chercher de l'information, s'informer, c'est un petit peu la même chose. La différence, c'était vraiment chercher de l'information au sens moteur de recherche, que ce soit sur Google ou autre, alors que s'informer, on est plus sur une idée de météo, de recherche de contenu très spécifique. Pour vous expliquer la différence, s'orienter, tout ce qui est géolocalisation, se repérer les plans, etc. On a posé spécifiquement la question de la comparaison des produits et des prix. Et là, on voit que sur toutes les fonctions de type utilitaire commercial, donc qui sont en bas et à gauche du schéma, là, ça décroît fortement. Une des réponses, c'est le manque de normes ou d'applis spécifiques. Donc il y a énormément de propositions différentes en termes d'applications ou de sites mobiles. Et aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de normes, que ce soit paiement, le NFC, c'est pas imposé, les e-wallets non plus. Donc c'est une des explications certainement au fait que ces dimensions sont encore peu utilisées au quotidien par les répondants. Sur une deuxième dimension de questions, on s'est posé la question de savoir si au niveau ludique, c'était plus fréquemment employé. Et là, oui, on le voit clairement sur les chiffres. Ce qui, au niveau des marketeurs, est un phénomène non négligeable. On se dit que si les mobinautes et les tablonautes passent beaucoup de temps à jouer, on peut imaginer certainement des dispositifs spécifiques brandés de manière plus ou moins light à travers ces fonctions ludiques. Voilà, c'est quelque chose à penser puisque c'est fortement utilisé. On va repasser sur la partie social media attitude. Je vois que personne n'a envie de parler sur Twitter, donc félicitations. Il y a une seule personne qui a dit je suis en direct. Donc merci à la personne qui a marqué ça. Je ne sais pas qui il est et où il est, mais en tout cas merci. Là, on va parler un petit peu des motivations à devenir fan ou follower. Si on s'intéresse principalement au top 3, ce qu'on voit, et c'est plutôt positif pour une marque, pour un annonceur. Aujourd'hui, il y a deux barres. Les bleus, c'est les fans normaux, et les gris, ce sont les fans clients. Donc en fait, on voit que la première raison à devenir fan ou follower d'une marque, c'est le fait d'être attaché à celle-ci. Donc avoir un attachement, une affection pour la marque en question. La deuxième raison, c'est le contenu intéressant autour de l'actualité de la marque. Donc on le voit aussi se développer de plus en plus des marques qui commencent à jouer. Vous avez une superbe campagne, si vous avez fait un tour dans Paris depuis à peu près 2 semaines, du Crédit Lyonnais, qui a basé sa dernière campagne de recrutement de nouveaux clients uniquement sur Facebook, avec un QR code, etc. Donc ça aussi, ça joue énormément dans ces phases de recrutement, de contenu et de passerelle cross-canal, on va dire. Et ensuite, la troisième raison, c'est la participation à un jeu concours. Il faut être très clair, c'est l'une des solutions très efficaces pour pouvoir collecter et faire grandir sa communauté, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, etc. C'est aussi l'occasion, souvent, et c'est en train de se développer, c'est maintenant, on intègre le système de parrainage dans un jeu concours, ce qui permet aussi de faire grandir, de faire inviter en fait les participants à aller chercher d'autres participants. Pour un annonceur, c'est super pratique puisqu'entre guillemets, à un moment, c'est la communauté qui va chercher des nouveaux membres et ça coûte beaucoup moins cher.
Si on s'intéresse par contre au plus bas, en fait, c'est une invitation reçue par email. Il y a un constat qui est simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu d'annonceurs qui créent des programmes relationnels, des programmes email dédiés au recrutement de nouveaux fans ou followers. En fait, en gros, aujourd'hui, le canal social n'est pas obligatoirement mis en avant dans les newsletters. Alors c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est juste de dire, on est présent, on a une communauté, vous êtes inscrit à notre newsletter, mais venez nous rejoindre sur Facebook ou sur Twitter. L'avantage, c'est quand vous faites ça sur votre base de données client, c'est que d'un, vous allez pouvoir toper dans votre base de données, tiens, cette personne-là m'a rejoint sur Facebook ou sur Twitter, donc vous allez pouvoir enrichir votre base de données, mais surtout, c'est que votre communauté va être une communauté de clients, et donc qui a encore plus de valeur ajoutée en termes de marketing relationnel. On leur a posé la question de savoir ce qu'ils attendaient aussi vis-à-vis des marques. Alors rien d'étonnant, dès que vous faites une étude en marketing, vous avez la même réponse, c'est quand vous posez la question « qu'est-ce que tu attends, toi, d'une marque qui va communiquer avec toi ?» Et ben c'est toujours la même chose, des réductions commerciales. À 88%, c'est leur première attente vis-à-vis d'une marque. La deuxième motivation, c'est des informations exclusives. Et ça, c'est vraiment spécifique aux médias sociaux. Ça l'est beaucoup moins sur le canal email. Le socionaute, lorsqu'il se met à avoir une relation via les médias sociaux avec une marque, va attendre d'avoir un certain nombre de contenus un peu exclusifs en tant que fan ou follower. 84% d'entre eux vont vouloir donner leur avis. Donc là, ça change pas mal aussi la donne, c'est qu'on rentre dans un nouveau paradigme en termes de conversation. C'est quelque chose où les marques n'avaient pas l'habitude. On va dire que ça fait maintenant, les médias sociaux ont réellement pris place dans notre quotidien, donc les marques aussi s'y habituent. Mais c'est vrai que c'est toujours assez prenant, puisqu'il y a quand même 84% des gens qui disent « moi j'ai envie d'être sur la page pour pouvoir parler avec la marque ». Pas quand bien, on va le voir après. Et il y a 83% aussi d'entre eux qui souhaitent pouvoir donner des conseils sur des produits, sur des solutions, etc. On a parlé aussi de savoir en fait comment s'intégrer, puisque on considère que les médias sociaux, en tout cas au sein du SNCD, on considère que c'est un canal de relation, c'est un canal, en plus du canal postal, etc. Et donc on a voulu étudier de voir où se positionnaient les médias sociaux dans la relation, en termes de relation avec la marque. Donc ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, le canal Internet explose. Donc c'est le top, on va dire le top 2, presque top 3, c'est Internet uniquement. Donc pour aller chercher de l'information, aujourd'hui, ça reste le site Internet et le canal email. Le réseau de magasins est quand même présent, c'est le troisième canal de préférence. Et les médias sociaux sont à 20%. Là où ça montre le développement de ce canal-là, c'est qu'on constate que les médias beaucoup plus traditionnels, que sont le téléphone ou le courrier, sont maintenant en dessous de ce nouveau canal, qui en termes d'investissement ne représente pas du tout les mêmes coûts. Pardon. Alors, après, on leur a demandé, à part le canal de relation, on leur a demandé ce qu'ils faisaient sur ce nouveau canal. Et 32% d'entre eux ont déjà posté un avis sur une marque. Donc un tiers des 80% de clients, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est vraiment des clients, ont déjà posté un avis. Et quand on s'intéresse aux influents, alors eux, de toute façon, ils y sont tous les jours, toute la journée ou presque, un peu comme Thomas. Et 48% d'entre eux ont posté un avis. Donc vraiment beaucoup plus que les autres. Quand on reprend sur les influents, hein, souvenez-vous bien, ils ont plus de 500 relations. Donc quand quelqu'un qui a plus de 500 relations, plus de 1000 relations va faire un post sur une marque, ça n'a pas du tout le même impact qu'une personne qui a entre 0 et 10 relations. C'est d'autant plus à prendre en compte, puisque s'ils parlent beaucoup, ils peuvent parler de vous, et donc ça peut être en bien ou en mal, et c'est ce qu'on voit maintenant. On commence par le positif. Ok. Il y a 57% donc déjà des personnes qui maintenant émettent un avis sur l'utilisation d'un produit ou d'un service proposé par une marque ou un annonceur. Et on voit, et ça c'est quand même super positif, qu'aujourd'hui il y a 30% des gens qui assument de dire que ce sont des avis positifs ou une recommandation auprès de leur réseau. Mais il n'y a pas que du positif, et on voit que le négatif est plus important. Presque 50% d'entre eux ont déjà émis un avis négatif ou même une plainte sur un réseau social. Et alors moi, le chiffre qui vraiment m'atterre, en fait, 2 années de suite,
c'est que parmi voilà, la moitié des gens qui ont déjà émis un avis négatif, 70% d'entre eux ne se sentent pas écoutés. C'est-à-dire que ils donnent leur avis, ils disent qu'ils ne sont pas contents et ils ne sont pas écoutés. Et l'année dernière, c'était un tout petit peu plus élevé. Je crois qu'on était à 74%, mais ça n'a vraiment pas du tout progressé, quoi. Par contre, les 49%, ça a augmenté. L'année dernière, c'était moins. Donc ça veut dire en plus, ils ne sont pas écoutés, mais ils vont être de plus en plus à oser prendre la parole pour faire une remarque. Et si vous regardez aujourd'hui, on a une société avec qui on travaille qui nous expliquait que l'internaute, le socionaute est pas bête, il a bien compris que c'était super rapide de pouvoir parler avec une marque sur les médias sociaux et que souvent les marques, ne souhaitant pas qu'il y ait de mauvais avis sur une page, gèrent par contre assez rapidement des petits problèmes de relations clients, etc. Et ça, c'est intéressant de voir aussi que le socionaute maintenant se dit je vais me mettre un commentaire sur Facebook et potentiellement ils vont me répondre beaucoup plus rapidement que si j'appelle le service client, etc. Si on regarde par la suite, on a vu aussi qu'aujourd'hui, il y a 37% des socionautes qui prennent en compte les avis ou remarques présents sur les réseaux sociaux. Ça, c'est important aussi parce que ça veut dire que la recommandation a un impact. Quand on regarde ce qui les incite à prendre en compte ces avis, c'est principalement la qualité du produit ou service, pour 86% d'entre eux, 78% le rapport qualité-prix, et pour 43%, c'est la qualité du SAV. Il y avait d'autres choses du type l'engagement écologique ou sociétal de la société. Ça représente vraiment très peu de choses. Donc ça ne reste, les premiers points sont la qualité. Alors ensuite, les réseaux sociaux comme canal transactionnel. 3% de nos socionautes ont déclaré d'avoir déjà acheté sur un réseau social. Oui, je sais, ça a l'air important. Alors, on pense que c'est surtout les marques qui poussent des produits avec un lien vers leur site internet et que du coup, c'est le clic sur le réseau social qui emmène sur le site internet qui fait ça. En revanche, le chiffre le plus intéressant, c'est quand même presque 30% d'entre eux qui seraient prêts à le faire. Alors, des boutiques éphémères se sont lancées, elles ont été fermées, mais il y a des analystes qui disent que c'est pas la fin des boutiques sur les réseaux et que voilà, les marques pour l'instant n'ont pas encore trouvé leur public ou le public est peut-être pas encore assez mûr, mais qu'à terme, ça va vraiment devenir un canal de vente. L'un des chiffres qui est intéressant, on parle beaucoup de ROI sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup en se disant je ne sais pas calculer mon ROI, j'ai du mal à trouver un ROI efficace. C'est pas exactement la même chose que quand je fais des Google AdWords, etc. Et c'est entièrement vrai. Par contre, même si c'est pas directement visible, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a 15% des socionautes qui considèrent que c'est la présence sociale d'une marque ou des avis qui ont été émis sur les médias sociaux qui l'ont incité à devenir nouveau client. Alors on parle de nouveaux clients, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas du tout en relation avec la marque, qui sont devenus, grâce à ce canal-là, nouveaux clients. Il n'y avait pas de boutique, il n'y a pas eu obligatoirement de communication, mais par contre, ils l'ont découverte grâce à ce canal-là. Ça, c'est quand même un chiffre important à prendre en compte, et surtout quand on est dans une logique, alors c'est un peu le nouveau mot à la mode, d'omnicanal, donc avec toute cette stratégie papier, téléphone, email, site internet, etc., c'est de se dire que les médias sociaux font partie de tout ça, avec cette notion d'engagement qui est bien typique de ce type de canaux. On leur a posé quelques questions sur les social ads. Je vais aller assez rapidement parce que on est en train de... On va fermer le salon. Donc on va essayer d'aller un peu plus vite et ce n'est pas les chiffres les plus sympas. Il y a 24% des gens qui déclarent avoir cliqué sur des social ads, donc 24% des socionautes. Quand on regarde les motivations qu'ils ont eues, pour 71% d'entre eux, c'est l'intérêt de l'offre. 55%, pour 70%, c'est la curiosité. Et 55%, c'est un visuel attractif. Et donc, à chaque fois que je fais cette compte, je dis la même chose. Pour que quelqu'un me parle de visuel attractif sur les social ads, il faut en vouloir, puisque c'est des micro-publicités avec des micro-images. Donc, vous faites de la conception-rédaction sur une centaine de caractères. C'est pas là où il y a le plus de créativité. Et là, on parle vraiment de social ads, on ne parle pas de communication pure sur les posts, etc. Sur nos socionautes mobinautes, donc même jeu que tout à l'heure, cette population qui se connecte via le smartphone ou les tablettes. Donc aujourd'hui, il y a 82% des socionautes mobinautes qui sont devenus fans en raison de leur attachement à la marque, 10 points de plus que l'autre population. 57% des socionautes mobinautes qui sont fans ou suivent plus de 6 marques, donc encore plus que les autres. 88% des socionautes mobinautes qui sont clients des marques qu'ils suivent ou
ou d'autres aussi sont fans, oui, c'est oui. 36% des socionautes mobinautes ont déjà émis un avis sur une marque ou un produit, et 26% des socionautes mobinautes ont cliqué sur des social ads, soit un tout petit peu plus. Encore une fois, ils sont un peu plus actifs, ils sont un peu plus fans ou followers, donc ils ont véritablement un potentiel supérieur, cette population. Tu peux y aller. Donc, dans l'étude Mobile Marketing Attitude, on a posé les questions au niveau de la géolocalisation, à savoir est-ce qu'ils sont prêts à accepter des offres géolocalisées sur leur mobile. Alors on constate qu'il y a 6 utilisateurs sur 10 qui acceptent ou accepteraient de recevoir des offres commerciales géolocalisées selon leur endroit de déplacement. Donc c'est une aubaine là, pour les marketeurs. Si vous hésitiez ou non à faire de la géolocalisation, parce que ça pourrait paraître intrusif, en tout cas ils sont prêts à le faire à condition que les données utilisées soient les données contextuelles en temps réel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit au moment où ils se déplacent. C'est une question très clivante, hein, celle-là. C'est qu'il y en a 6 sur 10 qui acceptent de recevoir, il y en a 3 sur 10 qui ne veulent absolument pas. Donc ça veut dire aussi un gros travail de ciblage et de segmentation pour connaître en fait leur appétence ou non. Alors, sur ce point-là. Ça veut dire simplement l'opt-in. Il faut obtenir l'opt-in au niveau géolocalisation en amont. Quand on parle de géolocalisation sur mobile, on pense aussi et surtout à aux push notifications sur application mobile. Là, bien évidemment, il faut en amont obtenir l'accord de celui qui a téléchargé l'application. Au niveau de la carte de fidélité, est-ce qu'ils aimeraient dématérialiser les cartes de fidélité ? À 83%, donc encore une fois, c'est un chiffre énorme, presque 9 sur 10, aimeraient dématérialiser des cartes de fidélité sur leur smartphone. Parallèlement à ça, à peu près le même taux, aimeraient pouvoir avoir des applications dédiées à leur programme de fidélité. C'est-à-dire qu'une marque développe une application mobile, ça peut être une application sur les offres de la marque, mais en parallèle ou en complément, il peut aussi avoir une application dédiée au programme de fidélité, c'est-à-dire au compte points, etc. Si on corrèle ça aux push notifications, encore une fois, comme ce qu'on a fait avant sur la géolocalisation, ça peut être carrément une autre façon de communiquer avec vos clients. C'est-à-dire je vais envoyer des push notifications sur l'application liée au programme de fidélité. C'est-à-dire qu'on va envoyer des push notifs sur, évidemment, les clients en relançant sur le compte points, en relançant sur, voilà, il vous reste 10 points, si vous achetez ça, vous aurez 50% de réduction. Bref, il y a toute une autre façon de communiquer envers ses clients si on fait des applications liées à ce programme de fidélité. Donc c'est encore une fois une aubaine pour les marketeurs, pour les marques. Et quand on parle de dématérialisation des billets, donc là ça concerne tout ce qui est titres de transport, spectacles, concerts, n'importe quoi, tout ce qui est plus lié donc soit au transport ou soit au loisir. Là on voit par contre qu'il y a 45% en tout cas, mais c'est pas la majorité. Alors le postal, on va dire le courrier, c'est-à-dire avoir son titre de transport, déjà ça peut être rassurant. On sait qu'il y a des problèmes au niveau de la vérification. Il faut que le mobile, si on dématérialise, déjà soit tout le temps ouvert, donc le mobile tout le temps chargé. Il peut avoir un problème de scan au niveau du contrôleur. Bref, les gens en tout cas sont plus rassurés au niveau du titre de transport, encore de l'avoir en format papier. Et au niveau du spectacle, des concerts, etc., on imagine, nous en tout cas en analysant cette étude, qu'il y a sûrement un côté affectif. J'ai été voir un concert, mon chanteur préféré, j'y vais une fois tous les 5 ans. Voilà, j'ai envie de garder mon billet et non pas le dématérialiser. Donc là, on a 45% qui aimeraient, c'est un chiffre à prendre en compte. C'est beaucoup. Voyage SNCF et n'hésite pas à dématérialiser, à faire des e-billets. En tout cas, on constate que c'est pas la majorité, en tout cas, qui aimerait ça. Et c'est à moi. Ouais. Alors là, on est sur un chiffre fâcheux, parce qu'il y a quand même près de la moitié des mobinautes qui ont répondu à l'enquête, qui considèrent que les messages commerciaux qu'ils reçoivent sur leur mobile ou leur tablette n'est pas adapté à la lecture sur l'écran. Donc il y a une grosse interrogation. On s'est posé la question avec Marion et puis les autres personnes qui composaient l'atelier mobile, d'essayer de répondre et de savoir pourquoi. Un des critères, c'est l'utilisation du mobile, vraiment dans la consultation de messages commerciaux, puisque l'âge joue beaucoup.
ils sont 60% des plus de 45 ans à avoir du mal à lire les messages, enfin à déclarer avoir du mal à lire les messages commerciaux, et ils sont que 40% des populations plus jeunes à le dire. Donc l'ergonomie, la lecture sur petit écran en tout cas, est un premier critère important. Il y a une deuxième explication qui est le parcours client en fait dans la lecture d'un message commercial sur mobile, puisque on sait qu'il y en a beaucoup qui souhaitent continuer, et notamment la possibilité d'acheter, si possible, une offre qu'ils ont reçue. Et là, aujourd'hui, sur mobile, c'est un peu moins le cas sur tablette, mais sur mobile, c'est un peu plus difficile d'acheter, en fait, là aussi, et d'avoir un parcours client global. Donc il y a beaucoup, on a posé une question qu'on verra un petit peu après, il y a beaucoup là aussi de répondants qui ont dit, on a besoin à un moment donné, on reçoit un message, et on a besoin d'aller sur un deuxième écran en fait, pour continuer notre parcours. Et aujourd'hui, c'est pas forcément évident. Il n'y a pas de système automatique qui nous permette d'aller d'un écran vers un autre. Ensuite, sur ce qu'ils attendent des marques, et là on peut faire un pendant net par rapport à l'étude sur les médias sociaux. La première chose, là aussi, ce sont des offres commerciales et des avantages commerciaux directs, avec 68% donc des répondants qui souhaitent avoir des coupons, des codes de réduction, payer moins cher. Donc les petits moments de crise économique qu'on connaît aujourd'hui n'est certainement pas étranger. Le deuxième item, là aussi, c'est promotion, offre commerciale qui remonte en premier lieu. On voit quand même que les informations ou les avantages exclusifs, là aussi, comme dans le cadre des médias sociaux, ça apparaît quand même comme une dominante. Ça vient un petit peu après la promotion, mais c'est quand même pas à négliger puisqu'ils sont plus de la moitié à souhaiter avoir des avantages particuliers lorsqu'ils sont clients d'une marque. Et puis là aussi, même si on est un peu plus sur un tiers des répondants, ceux-là ne sont quand même pas négligés, qui souhaitent avoir connaissance des événements particuliers liés à un canal, à un magasin notamment, puisque c'est le sujet de ce salon. Donc là, il y a une question aussi de segmentation et de ciblage, et de savoir, à travers le CRM, quelle partie de la clientèle souhaite vraiment être conviée à des événements spéciaux en magasin, en sachant qu'il y a une partie, en gros un tiers, qui souhaite l'être, et les autres qui s'en fichent et le disent clairement. Au niveau du suivi des offres, en fait, on leur a posé la question à savoir, est-ce que parfois il vous arrive de trouver une offre intéressante sur mobile et de vouloir la reconsulter plus tard sur ordinateur? C'est-à-dire qu'on a vu, en fait, quand on a posé la question au niveau des moments privilégiés de connexion sur le mobile, on a vu que beaucoup se connectaient durant leur temps libre. Durant leur temps libre, ça veut dire dans les transports. Ça peut être la salle d'attente chez le médecin, ça peut être quand on fait une queue dans un magasin, etc. Le premier réflexe, c'est sortir de son ordinateur et de surfer, de consulter ses mails, etc. Et à ce moment-là, ils peuvent trouver des offres intéressantes, de dire tiens, ça, il faut que je me le note, parce que j'ai envie de la retrouver plus tard sur ordinateur. À partir de ce moment-là, on leur a posé la question par quel type de moyens ils voudraient être contactés. Et là, le premier canal qui est sorti, c'est l'email. C'est-à-dire que je vois une offre intéressante sur mobile, je suis dans une salle d'attente, etc., je n'ai pas le temps de m'éterniser. Ce que j'aimerais, c'est que la marque capte cet intérêt-là et me repropose quelques jours après ou quelques heures après un email en disant tiens, vous avez regardé ça, ou on a noté votre intérêt pour ça, voici plus d'explications, etc. Donc, ce qui est important, c'est de trouver des passerelles entre les canaux, c'est-à-dire qu'on a vu l'importance, en tout cas on a vu que les réseaux sociaux s'intégraient bien dans les autres canaux de communication. Encore une fois, les réseaux sociaux, c'est pas un canal à part entière, le seul canal de communication. Le mobile, c'est la même chose. Ce qu'il faut, c'est créer des ponts, des passerelles d'un canal à un autre. Alors là, on rentre dans le magasin physique, et on a posé la question de l'intérêt d'un scan. Alors, quand on entend par scan produit l'utilisation d'un terminal, en l'occurrence un smartphone, pour avoir plus d'informations sur le produit, sans parler de technologie. On ne voulait pas parler de technologie, donc ça peut être le scan d'un identifiant de produit, d'un tag 2D, d'une étiquette NFC, pas mal de technologies. On n'est pas rentré dans les détails. La première chose qui remonte, et là aussi c'est totalement en convergence avec ce qui a été dit sur l'étude sur les médias sociaux, c'est je veux savoir ce que pensent et ce que disent les autres consommateurs
de ce produit. Ils sont quand même 60% à le déclarer. Le deuxième item, c'est avoir des informations utiles sur ce qu'on peut faire avec ce produit, recettes, bons plans, etc. Avoir plus de détails, des explications concrètes sur l'origine du produit. Et là, c'est quelque chose qui peut être ajouté et additionné avec les items du bas qui paraissent moins importants, autour de l'information du CO2, du recyclage, les notions environnementales. Tout ça, on peut le coller aussi et le relier à tout ce qui est lié à l'origine du produit. Alors ça, c'est des items interrogés donc, là aussi en 2012. On peut penser aussi que les dernières crises alimentaires récentes feront certainement évoluer ces items si on les reposait par exemple aujourd'hui, notamment sur des produits alimentaires. Si on fait c'est la dernière partie, hein. On va aller vite sur les 3 minutes qui vont nous rester. Si on fait juste le top 3 des secteurs les plus suivis, donc vous aurez, comme je vous vois tous prendre des photos depuis tout à l'heure, surtout dans cette partie-là, juste pour info, vous allez pouvoir télécharger l'ensemble de la presse à la fin. Voilà. C'est sympa de dire ça maintenant. Ouais, mais je préférais vous voir prendre des photos, c'était sympa pour moi. Donc le top 3 des secteurs, c'est le premier, c'est le secteur des artistes ou musique. Il faut savoir que ce secteur-là, c'est pas un secteur marchand entre guillemets, puisqu'il est très global. C'est aussi vrai pour les socionautes que pour les socionautes mobinautes. Ensuite, le deuxième secteur, c'est tout ce qui est mode et accessoires. Donc autant pour les socionautes que les socionautes mobinautes. Et on arrive ensuite sur le secteur de l'alimentation à peu près à part égale avec le secteur de l'high-tech. Vous vous doutez bien que là c'est la version courte de l'étude. On a pu étudier chacune typologie des secteurs, etc. Et donc chaque type de fan, de secteur suivi, a aussi sa propre typologie en termes d'âge, de sexe, de CSP, etc. Juste... non, vas-y. Donc même question posée sur les utilisateurs de smartphones et de tablettes pour voir les préférences en termes de secteur d'activité. Donc le premier de loin, c'est la consultation des relevés de banque, ou tout ce qui est lié aux assurances. Ça veut dire aussi que les banques du coup sont pas mal placées sur ce secteur. C'est vrai qu'elles ont mis à disposition quasiment toutes des possibilités de consultation. Le deuxième item, tout ce qui est lié au transport voyage. Alors sur les marques, et on y inclut potentiellement d'autres sites dans les répondants autour du voyage, TripAdvisor ou autres, je pense, qui intéressent. Média édition, pour rechercher de l'information, les sites de quotidien, magazines, etc. High-tech, télécom, produits culturels, là aussi, c'est certainement du fait de la mise à disposition de contenu. Ce sont les premiers éditeurs high-tech qui ont sorti rapidement des applications pour permettre à leurs lecteurs de consulter sur smartphone ou tablette des éléments. Et en revanche, après, on tombe rapidement en termes de chiffres et d'utilisation. Alors là, c'est la réponse à l'item souvent. Ça pose question quand même, notamment sur... des éléments qui sont achetés fréquemment, que ce soit via la grande distribution, la mode, etc. On n'a pas la réponse exacte. On a quand même on a une réponse détournée qui n'apparaît pas sur ce slide, qui est le niveau d'attente des consommateurs. Et certains ont déclaré attendre davantage de la part de marques. C'est-à-dire qu'elles ne trouvent pas en termes d'application ou de services mobiles ce qu'elles pourraient attendre en termes de services, d'informations aujourd'hui dans les bibliothèques d'applications, que ce soit sur iPhone, Android ou autre. Donc là, ces marques-là ont certainement un travail à faire en termes de découverte d'usage et de réponses adaptées sur ces secteurs-là. Juste un petit mot là-dessus. Ce qui est intéressant par rapport à l'étude de médias sociaux, parce que je ne vous ai pas donné les secteurs qui étaient les moins suivis, mais le secteur qui est le moins suivi, c'est la banque et assurance sur les médias sociaux. Et en fait, le constat qu'on avait fait quand on a confronté ces deux études, c'est que finalement, l'utilisateur mobile ne va pas du tout faire la même chose. Par contre, n'a pas les mêmes attentes. Si on a tous des smartphones, c'est vrai que se connecter sur son compte en banque, ça peut être régulier. Par contre, devenir fan de sa banque, c'est beaucoup plus compliqué. Et il y a peu de banques qui aujourd'hui arrivent ouvertement à avoir des très grosses communautés et surtout engagées. C'est pour ça qu'en fait là sur tout ce qui est mobile, ça va être plutôt des applications
utile. C'est-à-dire que j'ai besoin de consulter mon relevé bancaire régulièrement, j'ai besoin de faire des virements, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Donc je vais télécharger l'appli sur mon mobile. Pour tout ce qui est transport, alors il y a voyage, mais transport, on imagine surtout SNCF, RATP, même chose. C'est quelque chose que j'emprunte quotidiennement, je veux avoir de l'info dessus, je vais mettre l'appli sur mon mobile. Média édition, c'est plus au niveau le quotidien, quoi, les news quotidiennes qu'on peut utiliser dans les transports. On a vu que le mobile était beaucoup utilisé dans les transports. Par contre, tout ce qui est mode, etc., c'est là où je reviens à ce fameux slide sur la dématérialisation du programme de fidélité. Si je fais une application dédiée à un programme de fidélité, c'est quelque chose que le consommateur, enfin en tout cas le client, va plus facilement mettre comme application sur son mobile. Et là, ça va être un moyen de parler à son client, en tout cas, encore une fois, de manière différente. Voilà, juste, et on a bientôt fini, je vois que monsieur nous rappelle à l'ordre. Ça va être... Oui, il faut juste la slide par contre. Sur ces derniers slides, en fait, c'est juste les chiffres clés. Je pense même qu'on va peut-être pouvoir passer... comme on n'a plus de temps, on va passer sur ces derniers éléments. Vous allez pouvoir les télécharger jusqu'à la fin sur le QR. Et je vais la dire. Sur la partie, que ce soit les médias sociaux ou la mobilité, on constate qu'il y a des vrais changements aujourd'hui. Il y a une vraie cohérence entre ces deux canaux. Ce qui est intéressant à voir, c'est aujourd'hui, on peut le voir avec Facebook qui est en train de lancer sa nouvelle timeline, c'est qu'en gros les plateformes sociales aujourd'hui sont complètement en train d'intégrer, le mobile dans leur démarche, parce que c'est plus intéressant en termes de ads, c'est plus intéressant d'un point de vue technique, et surtout qu'en fait on est constamment connecté. Et donc ça c'est quelque chose à prendre en compte sur la partie médias sociaux et sur la partie mobilité. Un mot de la fin? Oui, ça se rejoint. Sur la mobilité, les usages changent beaucoup, les technologies également. Donc sur le deuxième volet qu'on va lancer en 2013, on va certainement revoir des usages spécifiques, notamment sur l'utilisation du mobile en magasin. Parce que là, et au-delà de l'étude, on va essayer aussi de mener des expérimentations entre les opérateurs de solutions marketing, qui font partie du syndicat national de la communication directe, et des annonceurs aussi, des marques, pour tester, expérimenter en live et vous faire un rendu en fait sur les usages et ce que peuvent prendre ou non les consommateurs. Et puis pour rebondir sur le mobile, puisqu'on a eu l'occasion de faire un voyage en fin d'année dernière aux États-Unis, c'est vrai que tu disais, et tu as raison, hein, Facebook, Google le disent, c'est mobile first dans leur stratégie. C'est-à-dire ils commencent, voilà, le web et tous les terminaux physiques pérennes sont utilisés après le mobile. C'est le mobile en premier et le reste, les ordinateurs, etc., largement en second. Merci. Est-ce qu'il y a une question ou est-ce qu'on a droit? On n'a pas le droit de poser de questions. Donc vu qu'on n'a pas le droit de poser de questions, on va sur le stand. Et si vous voulez, voilà, il y a un stand et vous pouvez nous poser des questions après coup. Merci à tous. Merci.